C'est beau sauver, donc il n'y a pas de problème pour télécharger. Exactement. Merci Allez, beaucoup. Hervé Couton, merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci à vous. Agréable journée. Merci. Bon retour à l'université. Merci beaucoup. Il est déjà 7 heures, vous le savez, c'est l'heure du bulletin. Aujourd'hui, c'est une présentation de Arufa Akweronou. Le bulletin d'information, c'est avec vous, Précieuse Akweronou. Merci Awa, amis téléspectateurs. Je vous retrouve donc pour ce point de l'actualité. Fin de la tournée de reddition de comptes du député Gérard Benonchi dans la 11e circonscription électorale. Après les communes de Diakotomé, d'Aplaoué, le député a rencontré les populations de la commune de Plécamin ce samedi. Au cœur des échanges, les textes de loi votés à l'Assemblée nationale et les projets du gouvernement en cours d'exécution. On en parle avec Belmondo Atinko et Calvador Awano. Les populations de la commune de Cleucamé ont désormais connaissance de l'importance des lois votées à l'Assemblée nationale. Malgré la forte pluie, elles ont tenu à écouter leur député Gérard Benonchi de la 11e circonscription électorale. Et comme une lumière, il les a éclairés par rapport au bien fondé du vote des lois portant charte des partis politiques au Bénin, le code électoral et bien d'autres sujets. Les lois que nous avons votées, dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est surtout la loi sur le bail à usage d'habitation, la caution sur les loyers qui est désormais de 3 mois, cantonné à 3 mois. Je leur ai expliqué cela. Vous avez vu cela susciter un tonnerre d'applaudissements, d'acquiescement. Ça veut dire que les populations sont contentes. S'exprimant en langue locale, Adja, son collègue Jocelyn Degbe et le préfet du département du Koufo ont abondé dans le même sens. Cette séance de reddition de comptes a été enrichie avec l'intervention de Bitou Chabi Adam Taro, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Ils ont partagé avec les populations de Cleucamé les projets du gouvernement et les réformes en cours. Nous avons d'abord dit que le président Talon fait pour le Bénin, et en particulier pour le Koufo. Relativement au bitumage de nos voies, les infrastructures socio-communautaires, les terrains de sport et les actions sociales qui sont menées sur le terrain. Et nous avons dit aussi qu'il n'est pas bienséant que nos parents exposent les cercueils aux abords des voies. Vous savez, quand moi je trouve une vendeuse d'Akassa au bord de la voie, une vendeuse de moutarde, c'est une invite aux passants. Venez acheter. C'est le message qu'on envoie aux passants. Mais quand vous mettez les cercueils au bord de la voie, vous invitez les gens à mourir. Les gens ne comprennent pas pourquoi les députés peuvent dire qu'ils soutiennent le programme d'action du gouvernement. Je leur explique que le programme d'action du gouvernement, c'est le programme qui prévoit la construction des routes, le programme qui prévoit la construction des écoles, le programme qui prévoit l'extension de l'électricité, de l'eau potable aux populations. C'est ça le programme d'action du gouvernement. Et c'est toutes ces choses que les populations nous demandent. Est-ce que nous pouvons être contre ce programme? L'augmentation du nombre des écoles bénéficiaires de la cantine scolaire, le projet Arche, le microfinance aux femmes, bref, Gérard Benonchi a tout passé au peigne fin au cours de la reddition de comptes. Signature d'accord entre le Fonds saoudien et le Bénin dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Le Fonds saoudien a alloué une enveloppe financière importante au gouvernement du Bénin. La cérémonie s'est tenue vendredi à Cotonou. On fait le point avec Ricardo Lekpekou et Monique Toron. C'est l'acte qui renouvelle l'engagement du Fonds saoudien à soutenir et financer plusieurs secteurs de développement du Bénin. À travers la signature de cet accord, le Fonds saoudien apporte le financement nécessaire au Bénin afin donc de faciliter une meilleure lutte contre l'érosion côtière. Le présent avenant vise à clôturer le financement du projet conformément aux procédures du Fonds saoudien pour le développement. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato, la République du Bénin a obtenu du Fonds saoudien 2 financements que sont un prêt initial d'un montant de 45 millions de rials saoudiens
soit 12 millions de dollars US équivalent à 6 milliards de francs CFA environ, un prêt additionnel de 22,5 millions de rials saoudiens, soit 6 millions de dollars US équivalent à 3 milliards de francs CFA environ. Les travaux relatifs aux 10 projets sont entièrement achevés et leur réception définitive prononcée. Le financement additionnel est entièrement décaissé, tandis que le financement initial présente un solde de 3,06 millions de rials saoudiens, soit 0,816 millions de dollars US, soit 448,8 millions de francs CFA environ, objet du présent avenant. La coopération entre le Bénin et le Fonds saoudien date déjà de plusieurs années et facilite un développement harmonieux du Bénin. J'ai rappelé que la coopération avec le Fonds saoudien est une coopération très brillante, en ce sens qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été financés par le Fonds saoudien, des secteurs extrêmement sensibles, des secteurs dont on n'apprécie pas tout de suite la dimension développementale, telle que l'érosion côtière, mais qui ont un impact réel sur le développement du Bénin. Et ils ont toujours volé à notre secours lorsque nous demandons des financements pour ce genre de secteur. Et ils sont disposés naturellement à continuer, à poursuivre cet effort. Plusieurs autres secteurs bénéficieront sous peu de financement, ce qui devrait faciliter la prospérité de l'économie nationale. Et pendant ce temps, le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite a récompensé ses meilleurs élèves admis au bac 2018 et les meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du dit établissement site de Bégamin en présence des autorités administratives et préfectorales. Plus de détails avec Jérôme Rungbo. Tout est parti d'un groupe de travaux dirigés, TD, la clé des bacs et BTS à l'intention des candidats aux examens de fin d'année. Depuis 2003, il s'est formalisé et est devenu Clé de la réussite, un établissement d'enseignement secondaire référentiel au Bénin qui fait de la promotion de l'excellence son cheval de bataille. En 2018, la tradition est respectée. Comme à l'accoutumée, toute mention très bien au bac donne droit à une moto. Ainsi, l'élève Richard Labité, 4e du Bénin au bac série D, avec la mention très bien, et premier du département du littoral au bac série D, va recevoir tout à l'heure sa moto. Les deux autres motos reviennent de droit aux élèves Israël Elegbede, qui a eu la mention très bien et qui est 7e du Bénin au bac G2. Oscar Djissou, qui a eu la mention très bien et qui est le 10e du Bénin au bac G2. Avec 3 places parmi les 10 meilleurs du Bénin, le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite tient haut le flambeau de l'éducation grâce à une équipe dynamique conduite par un homme, Omer Adanedjan. Il est l'un des promoteurs qui ont permis à notre département phare de garder sa place. Premier au BPC, premier au baccalauréat. Vous voyez, c'est quelque chose qui mérite d'être félicité, d'être encouragé, d'être applaudi. Chaque année, vous avez des élèves qui sont parmi les meilleurs du Bénin. Vous pouvez en être fiers et nous le sommes avec vous. Et si le préfet a accepté d'être ici, c'est parce qu'il est prêt à vous accompagner dans toutes les initiatives que vous aurez pour monter encore plus haut. Des lots de consolation sont également distribués aux 20 élèves mention bien. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la réussite. Chers parents, une fois encore, merci de penser vous confier au complexe Clé de la réussite, une école qui cultive chaque jour les
l'excellence depuis les cours primaires, comme en témoignent les résultats très satisfaisants obtenus au CEP, au BEPC, au CAP et au bac 2018. C'est le lieu de remercier les parents qui ne nous ont jamais marchandé leur confiance, le corps enseignant, le corps professoral, le personnel administratif qui nous accompagne dans la réalisation de nos objectifs. Avec le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite, le professionnalisme, la rigueur au travail et la confiance des parents donnent toujours des résultats encourageants et meilleurs. Les autorités présentes ont saisi l'occasion pour visiter le tout nouveau laboratoire du dit établissement Sisak Bégamé à Cotonou. Descente ce vendredi à Malanville du directeur général des infrastructures sur le pont effondré à l'entrée sud de la ville. Jacques Ayadji est allé constater le niveau d'avancement des travaux de la déviation qui servira de voie de secours pour le trafic routier en attendant la réfection proprement dite du pont Cadnel Capo et d'Ocastito. C'est pour rétablir le trafic sur la route nationale inter-État numéro 2 sur le pont effondré de Malanville que cette déviation est établie pour alléger les peines des usagers de la route. Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures, est allé constater l'évolution des travaux. Avec ce que je viens de voir, Soya Satom a beaucoup avancé. Et si ce n'est pas la situation qui a un peu plus en aval de ce point kilométrique-là, on pourrait rétablir le trafic dans l'après-midi. Maintenant, on ne va pas le faire. Nous allons donner un peu plus de temps à l'entreprise Soya Satom de traiter le point critique que nous avons, pas au niveau du pont, mais en aval, pour que la situation qu'on veut régler ici, qu'on ne crée pas une autre situation un peu plus en avant. Il s'agit d'une section de 300 mètres entre le poste de contrôle juxtaposé et le pont sur le fleuve Niger. On constate en effet de gros nids de poules qui pourraient entraver la fluidité du trafic après la mise en service de la déviation en cours de réalisation. On ne peut pas ouvrir le trafic avec cette situation-là. Si on l'ouvre avec cette situation, c'est qu'on est irresponsable. On va régler un problème là-bas et ici les gens viendront fermer encore le trafic. Je pense qu'il faut que courageusement on fasse le constat que le rétablissement du trafic n'est pas possible aujourd'hui et qu'on vous donne plus de temps pour le faire. Vu ce qui s'ajoute ce matin par rapport à la situation de cette zone qu'on n'avait pas, donc il nous faudra 2 jours de travail pour pouvoir travailler sur cette zone. Donc je pense que d'ici lundi, on pourra terminer. D'autres directives sont données par l'autorité pour qu'à terme, l'ouvrage soit de qualité. J'ai demandé à votre collaborateur de revoir le tracé. C'est trop en cours. Il m'a expliqué un peu, il faut redresser un peu, sinon c'est pas... Surtout la sortie côté Malanville. Malanville, il faut redresser. On s'entend sur ça? Bon. Je suis satisfait, n'est-ce pas, de l'engagement, n'est-ce pas, du responsable de Soya Satom pour que vraiment d'ici dimanche, cette partie-là soit prise en compte. Et comme il a dit, monsieur le directeur général, lundi matin, on sera avec lui, n'est-ce pas, pour lancer, n'est-ce pas, le trafic une fois encore sur ce corridor. C'est dire que tous les opérateurs économiques, les importateurs peuvent déjà commencer par charger les camions à partir du port de Cotonou, et parce que déjà à partir du lundi, le trafic va être possible. Il n'est plus question que nous envoyons nos marchandises pour traverser le Burkina ou le Nigeria. Rendez-vous le mardi 25 septembre 2018 pour l'ouverture effective du trafic sur le pont de Malanville, entre-temps effondré, pour le bonheur des usagers de la route. On parle maintenant du Festival international des arts et cultures Vodou du Bénin. Après le succès de l'édition 2018, les organisateurs annoncent les couleurs pour celle de 2019. Une annonce faite à la faveur d'une conférence de presse animée par la municipalité de Porto Novo. Guillaume Avienou et Enoch Adandé.
Le Festival des Arts et Cultures Vaudon du Bénin à Porte-Novo, fidèle à son rendez-vous. Le maire de Porte-Novo, accompagné de ses collaborateurs et de responsables de l'Association pour la promotion du Festival international de Porte-Novo, annonce les couleurs de l'édition 2019 du dit festival. Un événement qui rassemble les filles et fils, amis et sympathisants de Porte-Novo autour de sa culture et de son patrimoine artistique. La troisième édition qui se tiendra du samedi 5 au samedi 12 janvier 2019 sera l'édition de la maturité. Elle sera placée sous le thème « Les systèmes de divination en Afrique dans un contexte de mondialisation, enjeux et perspectives », dont les principaux axes seront développés lors du colloque scientifique. Elle sera aussi une édition de proximité. Plusieurs activités seront menées dans nos quartiers pour avoir l'adhésion populaire de nos populations. Après les deux premières éditions qui ont permis au comité d'organisation de prendre ses marques, cette troisième édition propose un programme très alléchant et va connaître la participation de plusieurs artistes, aussi bien nationaux qu'étrangers. Cette conférence d'annonce marque aussi le début de notre campagne de mobilisation des partenaires et des sponsors. Nous demandons aux filles et fils sympathisants de Porte-Novo à porter avec nous ce projet qui valorise et met notre ville sous les feux de la rampe sur le plan international. FIP édition 2019, tout comme les précédentes éditions, ambitionne de faire de la destination Porte-Novo la capitale de la culture vaudon pendant la durée du festival et au-delà. Et c'est ce reportage qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous voilà donc de retour sur ce plateau après le bulletin d'information. Vous êtes toujours là, Précieuse Akoronou. Place maintenant à la revue des titres. Bien sûr, Awa, nous allons démarrer cette revue des titres, cette fois-ci avec le journal L'Opinion aujourd'hui. L'Opinion aujourd'hui qui revient sur cette grande actualité, consommation des services de communication électronique au Bénin. Talon abroge le décret qui entrave la démocratisation de l'Internet. Et ce titre est à la une des journaux parus ce matin à Awa.
Oui, bien sûr, c'est à la une des journaux parus ce matin. On poursuit cette revue des titres avec le matinal. Le matinal qui revient sur l'annulation des nouvelles tarifications sur Internet. Patrice Talon comble les attentes selon le journal. Toujours à la une du même journal, mise en cause des dossiers d'État d'anciens ministres aux portes de la Créette. Bénin intelligent, annulation de la taxe sur Internet, Talon à écouter le peuple. La mobilisation à payer, dit le journal. Un autre journal maintenant, Libération. Libération à prison, réalisation du programme d'action du gouvernement. 88% du financement déjà bouclé, nous apprend le quotidien. Toujours à la une du même journal, circuit tournoi de la sous-région, les jeunes tennisman béninois ont dicté leur loi. Paris gagné pour la FBT. Le télégramme, décision d'annulation de la taxation des GSM. Le président Talon est à l'écoute du peuple et de sa jeunesse et également à la une de ce journal, vous pouvez lire cette information. Pendaison à Paracou, un jeune de 26 ans se donne la mort et laisse une lettre à ses parents. Insécurité à Porto Novo, le siège du parti Conscience citoyenne est cambriolé. On revient maintenant au quotidien du service public La Nation qui parle de l'abrogation du décret numéro 2018/341 du 25 juillet 2018, sens et portée d'une décision, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Nouvelle expression à présent, rencontre gouvernement, partenaires techniques et financiers. Le financement public du programme d'action du gouvernement est déjà mobilisé à 88%. Talon crève le plafond, annonce le journal. Et puis Fédération béninoise de tennis, les fruits des efforts de Jean-Claude Talon se précisent. L'autre vision maintenant, lutte contre la déscolarisation au Bénin, l'extension du programme des cantines scolaires, une réalité selon le journal. De 31%, le président Talon porte le taux de couverture à 51%. Nous avons également leader du jour, leader du jour qui revient sur cette décision de suspension de frais des GSM au Bénin, qui a dit que Talon n'est pas à l'écoute de son peuple, s'interroge le journal. L'homme a reculé pour le bonheur de celui-ci. Également dans ce journal, tractation politique dans la 21e circonscription électorale. Le duo Bamigbadé Zano, enfin stratège politique, c'est le journal qui le dit. Un dernier journal peut-être précieuse, L'Économiste, pour finir cette revue des titres, si vous le permettez. Bien annulation sûr. De la taxe sur Internet. Vive les réseaux sociaux au Bénin. Serge, vous êtes d'accord? Vive les réseaux sociaux au Bénin, Serge. Vous qui avez les réseaux sociaux, mais... Ça jubile, hein? Mais malgré que vous ayez les réseaux sociaux, on ne vous retrouve pas là-dessus, Serge. Ouais, c'est mieux pour moi. Non, ça a changé maintenant, hein? Mais c'est mieux pour moi quand même. Ça a changé quand même, Serge. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Et c'est mieux pour nous d'ailleurs. Oui, ça permet de vous envoyer des messages et tout. Vous n'êtes plus dans l'ancien là, Serge. Vous êtes avec nous maintenant. Répondez, bon. Bien sûr. Oui, je suis dedans. Je suis là. Aujourd'hui, vous avez votre langue dans la poche parce que Ricardo n'est pas là, c'est ça. Bien sûr. Ça se comprend. On comprend. Mais on va aller tout doucement avec vous, Serge. Ça va aller. S'il doit avoir de femmes au dos. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Voilà. Allez, Précieuse, merci beaucoup. On vous retrouve demain. Demain. Bien sûr, bien sûr. Si tout va bien. Allez, passez un excellent lundi. Et nous sommes en votre compagnie. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin, comme nous avons démarré depuis le 17 dernier. Nous allons maintenant avoir droit à la chronique du jour. Et vous le savez, bien sûr, aujourd'hui, nous revenons sur cette taxation des consommations des services de communication électronique. Et Osias nous dit qu'il y a désormais une sortie de sagesse. On installe Osias Sonouvou pour sa chronique. Notre chroniqueur est déjà installé, Osias Sonouvou. Bonjour. Bonjour, Awa.
Eh bien, la chronique est intitulée « Inflation GSM exit, sortie de sagesse ». Annulation pure et simple de la dernière taxation des communications électroniques au Bénin. Cette décision du chef de l'État, après concertation avec les opérateurs GSM samedi dernier, a eu la vertu de soulager les millions de Béninois aficionados des réseaux sociaux et de décrisper la controverse qui a irradier toute la toile en créant la désertion des réseaux sociaux, en tablant sur le retour équilibré sur les services classiques GSM, notamment les appels ordinaires. Cette taxation prohibitive risquait de générer des effets contre-productifs, même pour l'économie et les humanités numériques. Néfaste donc pour le développement d'une infinité de services numériques offerts par le vecteur des réseaux sociaux, vaste marché et lieu d'échange. Cette taxation lourde mettait ainsi au chômage tout un secteur moderne en pleine croissance au Bénin. Potentiel péril aussi pour l'ambition du programme d'action gouvernementale numérique. Faire du Bénin un hub sous-régional de services numériques. Perte sèche donc pour entrepreneurs du web, opérateurs GSM et hypothèques en puissance sur de précieuses rentrées fiscales. Ironie du sort pour la taxe électronique censée renflouer la caisse de l'État. Catastrophe annoncée par ailleurs pour les humanités numériques, disais-je, au regard du cimetière numérique qui était devenu en l'espace de quelques jours les pages WhatsApp, Facebook et d'autres réseaux sociaux. L'isolement imposé par la désormais ancienne nouvelle taxe GSM ou électronique sur les espaces modernes d'échange, lieu de création de liens sociaux, allait donc à contresens du désenclavement des peuples rendu possible par les autoroutes numériques. Ce n'est pas sans dérive, certes, cette évolution technologique, mais l'intelligence ne consiste-t-elle pas à s'approprier des vertus des progrès et à en dompter les démons ? Plusieurs clés existent, notamment l'encadrement par la loi, les antidotes technologiques ou les solutions technologiques de parade et les mesures tarifaires contraignantes. Le gouvernement a fait l'option de la solution tarifaire, car il fallait, motif officiel annoncé, réorienter les consommateurs GSM vers des services qui davantage délaissés pénalisaient chiffre d'affaires, GSM et donc recettes fiscales. Mais on connaît la suite, la taxe devenue réseauphobe est annulée aussi vite qu'elle est née. On doit à l'honnêteté de saluer la lucidité du chef de l'État qui a préféré à une obstination aveugle une sortie de sagesse, l'indiquait en titre de cette chronique. Mais mauvaise nouvelle pour les opérateurs GSM sans doute. Toutefois, rien n'est fatalement perdu pour eux. Deux options restent ouvertes, celle d'une légère taxation sans douleur, à peine perceptible pour le consommateur, mais à gros impact de revenus en termes d'économie d'échelle. Ceci doit être cependant précédé par une véritable étude d'impact et des simulations. Et l'autre solution, c'est le développement d'offres et de réponses technologiques locales. Il s'agit d'encourager la création d'une identité et d'une offre technologique locale. En clair, il faut créer un ou des réseaux sociaux made in Bénin propres à générer de la richesse pour tous, comme Alibaba de Jack Ma en Chine, 22e fortune mondiale. Pour l'heure, sous nos cieux, ce sont les majors occidentaux qui contrôlent le juteux marché sans partage, mais les Béninois ne sont pas moins intelligents. À cela, la crise de la taxe réseauphobe est bonne pour stimuler la créativité et des solutions locales en réponse à des enjeux et des marchés planétaires. Pour l'heure, exit l'inflation GSM. On s'est réjoui de la sortie de sagesse en espérant que de solides études d'impact et des mesures prospectives vont précéder d'autres mesures. Et à votre suite, j'aurais bien rajouté la une de ce quotidien, l'économiste, vive les réseaux sociaux. Ozias Nouveau, merci beaucoup, vous restez avec nous. Les autres vont vous rejoindre pour le forum de discussion. Allez, on les installe, à tout de suite. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif.
c'est moyen minatron wa titengberuko e gba vinu peno gonu beneto oton soro tenumi walo dagbe e mi do na zan bo beneto betre inu ko gandie jo amo mi ton e yesun fan bo doji gandi la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesi do tobito be fie. Nos débatteurs sont déjà installés et nous le disons à l'entame de cette émission, la guerre des mots n'aura pas lieu. C'est le centre même du débat de ce matin et nous avons avec nous notre chroniqueur Osias Sounouveau. Bonjour de nouveau. Oui, à nouveau bonjour Awa. C'est heureux de constater qu'enfin le gouvernement ayant pris la mesure du désordre, de l'erreur, de la grosse erreur, a dû faire marche à reculons, retrouver la raison de la réalité du marché pour revenir sur cette taxation électronique réseauphobe, comme je l'ai indiqué. Donc le débat c'est tout à l'heure, Osias. Permettez-moi de présenter Josué Merinou qui est à votre côté. Bonjour Josué. Bonjour Serge, bonjour aux téléspectateurs. Maurice Tantan, bonjour, bienvenue. Bonjour Chérif, merci. On a à vos côtés Franck Kouyami, bonjour. Bonjour Awa. Bonjour à vous tous et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. On rappelle que Franck Kouyami est le président du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Maurice Tantan, qui est aussi, par ailleurs, dans une autre vie, président de l'Association des blogueurs du Bénin. C'est bien cela, je ne me trompe pas. Allez, comment est-ce que vous, en tant qu'utilisateur invétéré de l'Internet, vous avez accueilli cette décision du gouvernement? Je commence par vous. On a accueilli cette décision avec beaucoup de soulagement et de satisfaction. Parce que en fin de mois d'août, lorsqu'on a découvert ce décret qui instituait de nouvelles taxes sur les communications électroniques, on avait déjà dit que c'était une mauvaise chose parce que si on mettait en application, ça allait asphyxier l'économie numérique qui était en construction, mais également violer un certain nombre de principes, notamment ce qu'on appelle la neutralité du réseau, la neutralité d'Internet, et aussi le fait de choisir d'augmenter les coûts d'accès à certains services spécifiques d'Internet, notamment les réseaux sociaux, pourrait s'apparenter à une sorte de restriction de la liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est sur ces médias-là que beaucoup de personnes s'expriment, et on a déjà vu que beaucoup d'alertes sont parties des réseaux sociaux et ont même amené les gouvernants, les dirigeants sur le terrain pour aller vérifier certaines choses. Donc on sait qu'il y a un rôle que ces médias-là jouent aujourd'hui. Donc on a dit ça dès le début et on se réjouit aujourd'hui que le gouvernement ait pris la mesure de la chose et ait fait marche en arrière. Parce que avant la mise en application de cette nouvelle taxe-là, beaucoup ne voyaient pas parce que derrière nous, on a simulé un peu les prix. On a vu qu'on allait passer du simple au quintuple, voire parfois plus. Et donc, beaucoup ne voyaient pas. Mais on avait 3 jours d'application et c'était un peu la catastrophe. On se réjouit. On félicite le gouvernement aussi d'avoir, parce que ce n'était pas évident qu'un décret en si peu de temps aussi. Mais on se rend compte qu'on ne pouvait pas tenir sur la durée avec ces nouvelles tarifications. Franck Kouyami, vous dites la même chose? Je dis la même chose, je dis même plus. Aujourd'hui, nous avons heureusement saisi une occasion de démontrer au secteur dans son ensemble que toute modification de la politique tarifaire en matière d'Internet doit être précédée d'études sérieuses et ne peut pas se faire comme ça sur je ne vais pas dire un coup de tête, mais sans prendre un certain nombre de précautions. L'objectif ici n'est pas de dire qu'il ne faut pas changer les tarifs, mais la tendance mondiale est plutôt à la baisse des tarifs et à l'augmentation des débits et de la qualité des services. Je rappelle que le PAG du gouvernement de la République du Bénin a clairement précisé qu'il s'agissait d'assainir le secteur, comme objectif d'assainir le secteur
et puis également de contribuer un peu de contribuer à la baisse des prix. Donc, ces objectifs s'inscrivent dans une tendance mondiale et donc il ne s'agit pas pour nous, nous comprenons assez mal qu'on veuille aujourd'hui renchérir les prix, augmenter les prix, alors que plutôt la promesse et l'objectif c'était plutôt de les baisser. Les explications qui ont été fournies par les différents intervenants du côté de l'État montrent quand même qu'il y a une envie, un besoin d'accroître la contribution du secteur à l'économie nationale. Mais cet accroissement est possible justement en maintenant des coûts très bas, d'accord, et en recrutant, excusez le terme, en recrutant plus de clients, plus d'utilisateurs finaux qui vont, par les petites économies, les petits bénéfices que les opérateurs vont réaliser sur la masse, permettre de compenser des pertes entre griffes qui auraient pu être réalisées par la bête et à cause de la baisse des coûts. Donc aujourd'hui, nous tenons à saluer le gouvernement. C'est une première dans le mouvement au niveau international que comme ça, une communauté agissante ait réussi en si peu de temps à se faire entendre par les gouvernants. C'est quand même la preuve d'une certaine ouverture, d'une certaine écoute. Nous les en remercions. Et aujourd'hui, nous restons attentifs. Parce que le décret d'abrogation est quand même assez clair. Hein. On ne renonce pas à la taxation. Enfin, bon, il faut réévaluer un peu l'échelle de la taxation, donc nous restons attentifs. Mais les prix restent tels jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, le nouvel ordre, si ça pouvait être le plus tard possible, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Et je pense qu'après des études sérieuses, on se rendra compte qu'aujourd'hui encore, il faut poursuivre l'effort pour faire baisser les prix. Ouais. Parce que quand même, le marché béninois, la marge de progression sont quand même assez conséquentes. Hein. Je ne sais pas, le taux de pénétration Internet au maximum, dans les estimations les plus optimistes, plutôt, c'est 40%. Donc, on a environ encore 60% de marge de progression. Il y a plein de zones blanches à couvrir. Voilà, à couvrir d'usagers à faire rentrer dans l'économie. Donc, aujourd'hui, on devrait plutôt aller vers une baisse des coûts, vraiment, et une amélioration de la qualité des débits. Mais le gouvernement, je pense, aujourd'hui a pris la mesure de l'impact d'une telle mesure sur le secteur. Les bénéfices attendus n'étaient pas au rendez-vous. Les gens ont déserté les réseaux de façon générale. Et même les réseaux classiques, hein, les services classiques ont été impactés. Donc ça, il semble que cela n'ait pas été anticipé. Donc aujourd'hui, l'ensemble de la communauté est ouverte, est disponible pour contribuer à toute étude ou activités. Bien sûr, bien sûr. La question. Oui. Vous permettez, vous avez parlé, hein, Osias, oui, vous avez dit que c'est néfaste pour le développement, mais en même temps, vous avez fait comme vous y voyez, exactement, comme une pirouette, et vous y aviez vu des opportunités que cela aurait pu offrir. Absolument. Ouais. Et je prends le témoignage, je m'inspire du témoignage de l'un des spécialistes justement des communications numériques reçu par notre chaîne sœur BB24, ouais. J'ai oublié son nom, qui a indiqué que c'est une véritable opportunité. Il n'y a qu'à voir sous d'autres yeux. C'est vrai, c'est pas légion en Afrique où il y a des solutions locales qui s'offrent. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer, est-ce que c'est de l'ordre de l'impossible d'imaginer qu'au Bénin, il y ait également une offre de réseaux sociaux made in Bénin? On imagine tout ce que ça va générer comme économie, captation de ressources et de croissance pour l'économie locale. Parce que comme je l'ai indiqué pour l'heure, c'est les gros majors qui pompent toute la plus-value de notre utilisation de ces réseaux. On ne va pas s'en plaindre, mais on aurait espéré qu'effectivement, il y ait l'émergence. Vous avez parlé de Alibaba. Est-ce qu'au Bénin, vous pensez, vous voyez la question, c'est l'environnement. Je ne sais pas si l'environnement est favorable. C'est l'environnement, c'est aussi une question d'ambition, il faut le dire. Le marché béninois, 8 millions de consommateurs, bon, il est un peu petit quand même. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut être ambitieux, M. Kouyami. Mais il faut être ambitieux. Une solution locale béninoise peut irradier tout le continent. Justement. Alors maintenant, et ce qui est aussi important de souligner, c'est que pour que la solution béninoise s'exporte, il faut bien sûr qu'elle reste compétitive. Oui, ça c'est vrai. Et donc, il faut créer l'environnement nécessaire pour qu'elle soit compétitive. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à la compétitivité en augmentant les coûts d'Internet? Non. Non, ça ne s'est jamais fait nulle part. Aujourd'hui, Internet est un secteur structurant, transversal pour toute l'économie d'un pays. Il y a très peu de secteurs qui ont cette
capacités-là, les transports de façon générale, quand vous améliorez les transports, vous baissez les coûts des transports, eh bien vous avez un peu plus de trafic sur vos routes, vous avez un peu plus d'échanges entre vos différents centres de profit et donc un peu plus de bénéfices à la fin. Internet, c'est la même chose. C'est un secteur qui est structurant et qui est transversal à l'ensemble des secteurs d'activité économique d'un pays. Donc ce secteur-là, comme les transports, ne se traite pas de façon classique. On fait très attention parce que chaque fluctuation sur ce secteur-là peut avoir des répercussions qu'on ne peut pas anticiper parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui dépend de la bonne marche de ce service-là et de l'accessibilité de ce service-là. Internet s'impose à nous. Nous construirons notre pays avec Internet ou nous ne le construirons tout simplement pas. Parce que autour de nous, dans le monde dans lequel nous aspirons à vivre demain, eh bien, Internet est au cœur des activités économiques. L'Internet est au cœur, vous le dites si bien, Josué. Il a fallu qu'on augmente les tarifs pour qu'on comprenne l'importance des réseaux sociaux et maintenant déjà, tout le monde respire, Josué, n'est-ce pas? C'est vrai que tout le monde respire depuis que le chef de l'État a décidé de mettre de côté cette nouvelle tarification pour qu'on revienne à l'ancienne. Et vous faites bien de le dire, c'est vrai que aujourd'hui, on comprend un peu qu'au Bénin, on peut également espérer, je vais dire ça comme ça, une révolution si tant est qu'on essaye de mal déplacer certains pions. Et justement, cette campagne-là, TASPA Memo sur les réseaux sociaux, a véritablement permis de comprendre un peu que les jeunes béninois sont également d'une certaine manière en alerte et éveillés au grain. C'est important et c'est davantage plus important que le gouvernement ait décidé de revenir sur sa décision parce que, vous voyez, comme le disait Osias tout à l'heure, le programme d'action du gouvernement prévoit de faire du Bénin le quartier numérique d'Afrique. On prévoit de faire du Bénin un hub de services numériques, informatiques, tout ça. Donc, si on est dans cette dynamique-là, on ne peut pas se permettre de limiter ou de chasser, je vais dire ça comme ça, de chasser ceux qui sont en train de s'intéresser à la chose numérique, ceux qui sont en train de s'intéresser à Internet, ceux qui s'intéressent un peu aux réseaux sociaux. Et cela prouve justement qu'aujourd'hui, la jeunesse béninoise est d'une certaine manière accro à Internet et aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut faire le débat de l'utilisation qu'on en fait, mais ça nous a permis tout au moins de nous rendre compte, et pas seulement la jeunesse. J'ai vu des personnes d'un certain âge, des personnes d'un certain rang social même, se mettre dans la danse pour aller dans la logique de TASPA Memo, parce que justement, Internet est devenu aujourd'hui notre quotidien, je dirais à la limite, qui nous est un peu difficile de respirer sans Internet. Et je fais bien toutes les préoccupations qui ont été développées avant moi, et je dis que la faute est d'ailleurs, s'il fallait jeter la pierre à quelqu'un, je pense que c'est au promoteur du réseau de téléphonie mobile qu'il faut jeter la pierre, parce que nous n'avons pas la qualité que nous escomptons au niveau de Internet. Alors, dans le même temps que nous n'avons pas la qualité et qu'on décide d'une taxation, j'ai eu comme l'impression qu'ils ont profité de cette opportunité-là pour nous charcuter, pour nous charger davantage, parce qu'on a voulu nous pressurer jusqu'au sang. Comment est-ce qu'on peut passer du double, du simple au quintuple, et du jour au lendemain, on n'a pas préparé le consommateur, on n'a pas préparé les utilisateurs à accepter ces tarifs-là, nous sont tombés dessus d'une manière ou d'une autre. Et dans le même temps, il y en a parmi ces réseaux-là qui se sont arrangés pour évacuer tout ce que des consommateurs avaient, par exemple, comme forfait, comme stock, alors que vous ne savez pas enfin, celui-là. Ils ont promis rétablir tout ça. Ils ont promis rétablir tout ça. C'est pas... Non, la promesse de réhabilitation n'est pas le plus important, mais je dis que l'acte qui a été posé en amont ne respecte pas le consommateur. Et s'il n'y avait pas eu, ils auraient même pas averti, mais communiqué, sensibilisé. On savait que la taxe allait venir d'une certaine manière, mais on n'a pas été préparé à ça. Donc, conséquence du jour au lendemain, ça nous est tombé dessus et tout le monde a pris du recul par rapport aux réseaux sociaux. Tout le monde s'est dit, à cette affaire-là, on ne peut plus tenir, il faut qu'on se mette de côté d'abord. Et c'est peut-être là encore qu'il faut saluer la clairvoyance du gouvernement et de son chef qui, même si le besoin d'augmenter la tarification se faisait sentir, même s'il y avait un besoin de faire contribuer davantage le Béninois à la... comment dire, de faire contribuer les citoyens à renflouer les caisses de l'État par ce biais-là. On a quand même compris qu'il faut marquer une pause et revoir la manière de faire les choses. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas meilleur dirigeant que celui-là qui accepte à un moment donné
remettre tout dans la balance, d'écouter sa population et de décider de marcher suivant la volonté de la population. Vous savez, j'ai remarqué un indice qui m'a beaucoup amusé, c'est que parmi les fameux exilés numériques sur Telegram, la solution alternative qui s'est imposée. Vous savez quoi? J'ai vu des noms de personnalités officielles très proches du gouvernement qui sont retrouvés parmi ces exilés numériques. C'est heureux que cette mesure les ramène dans la communauté numérique. Ils sont tous revenus, on l'espère. Et cela prouve l'impertinence de cette mesure. Et à la décharge du gouvernement, je voudrais, à la suite de José, me demander si le gouvernement ne s'est pas laissé un peu gourer par cette sorte de complainte des opérateurs GSM. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont un appétit vorace en termes de retombées financières, de marge à se faire. Comme l'a indiqué M. Kouyami, partout ailleurs, la tendance irrésistible est baissière. Je ne comprends pas pourquoi, sous nos cieux, ici, c'est plutôt une irrésistible ascension vers des sommets tarifaires. Bon, moi, je me demande si c'est l'environnement. Est-ce que c'est vrai? L'exemple ougandais aurait guidé, mais bon, encore que je ne sais pas ce que ça devient là-bas, en Ouganda. Non, mais comme l'a dit Franck tout à l'heure, c'est seulement au Bénin que les gouvernants ont pris du recul. Je pense qu'en Ouganda, comme en Zambie, ils sont allés au bout. Les tâches qu'ils ont instituées sont restées telles quelles. Il faut dire aussi qu'à titre de comparaison, ce n'était pas les mêmes choses, ce n'était pas dans les mêmes proportions que ce que nous a proposé ici au Bénin. Donc, il y a ça. Maintenant, je ne pense pas que c'était les opérateurs de téléphonie mobile qui étaient à l'origine de l'augmentation des prix. Ça a été motivé, c'est pas articulé. Ce que je dis, c'est qu'ils se sont réfugiés derrière ce décret. Ils ont pris ça par avant. Non, mais la conséquence, on l'a vu, la conséquence, c'est qu'au lieu que cette tarification la fasse qu'on s'intéresse à la consommation, tout le monde a pris du recul d'abord pour dire il faut qu'on aille voir un peu plus clair dedans avant de venir. Il y a des personnes qui étaient connectées 24 sur 24, mais qui sur 48 heures n'ont pas pu se connecter. C'est pas possible. Je dis, le consommateur, pour ce que je sais, se respecte. C'est vrai qu'on peut décider d'une tarification. Ce qui est sûr, d'un jour à l'autre, les nouvelles taxes finiront par venir. On finira tous par payer Internet plus cher. On est d'accord. Mais il n'y a pas... Non, c'est une évidence. C'est une évidence que ça se fera parce que vous l'avez même rappelé tout à l'heure, le décret ne dit pas qu'on ne fera plus jamais d'augmentation. On a dit, on fait bas la terre, on ramène les anciens tarifs, un comité travail et on verra la suite. Mais je dis, je continue de maintenir ma colère contre les opérateurs de téléphonie mobile parce que lorsque vous quittez par exemple aujourd'hui Cotonou pour atteindre ne serait-ce que Parakou, sur la moitié de votre parcours, vous n'avez pas la possibilité d'être connecté par exemple. C'est des chantiers à investir, mais paradoxalement on ne le fait pas et on pense que dès qu'il y a la plus petite opportunité, il faut profiter pour pressurer le consommateur. Je dis, la logique n'est pas ça. La logique, on aurait accepté payer Internet plus cher par exemple si on était convaincu que la qualité serait nettement améliorée. Vous savez, Jésus, il y a une structure au Bénin qui est chargée de s'occuper de ces cas-là. Je pense que moi, je ne travaille pas pour un opérateur. L'ARCEP ou l'APSUCEP? L'ARCEP, le comité de régulation. Non, je parlais des zones blanches que l'APSUCEP devrait couvrir. Pas le service universel. Non, là, on parle de l'autorité de régulation qui est en charge de veiller à ce que à la bonne qualité du service qui est proposé aux consommateurs, aux clients des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi s'attaquer à la CEP quand vous parlez comme ça, parce que les opérateurs, on sait que c'est des commerçants, c'est des gens qui viennent faire du profit. Ils font du chiffre. Moi, je les comprends très bien qu'ils veuillent profiter de l'occasion. Alors que si vous lisez bien, il y a beaucoup il y a que deux aujourd'hui, mais il y a certains opérateurs qui ont fait de la résistance, qui n'ont pas été prompts à appliquer les nouvelles tarifications. Donc, ils ont été lucides sur le comportement du marché, la situation réelle du marché en vérité. Et c'est la question qu'il faut se poser, se demander si eux-mêmes, les opérateurs, ont été suffisamment lucides pour ne pas déconseiller au gouvernement d'aller dans ce sens. Après, on laisse Franck intervenir. Si je peux intervenir, moi, je ne suis pas prêt à payer un Internet plus cher. Ce qui est sûr, ça finira pas. Non, pas pour le moment. Parce que, regardez, pendant que nous, on pense à augmenter Internet en avançant quelques raisons que ce soit, d'accord, dans la sous-région, à côté de nous, pas loin, les tarifs ne font que baisser. Et même dans des pays qui n'ont pas les mêmes ambitions que les nôtres,
que celle peut-être que qu'on nous n'a avons. pas les mêmes réalités aussi. Non, ce n'est pas une question de réalité. On a des marchés qui sont similaires. D'accord? Une structuration des marchés qui sont similaires. On a les mêmes difficultés, certaines zones qui ne sont pas économiquement intéressantes ou rentables. D'accord? Et pourtant, les opérateurs dans ce pays font baisser les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'Internet et de la fourniture d'Internet, on ne parle plus des communications classiques où on réservait carrément des plages importantes. D'accord? Les canaux sont disponibles et sont d'énormes capacités. Aujourd'hui, vous avez de la fibre optique, on parle en termes de teraoctets, d'accord, de bandes passantes. Ok? Il faut bien les remplir. Pendant longtemps, on s'est plaint que nos câbles sous-marins étaient sous-utilisés. Comment on les utilise? Comment on a atteint les niveaux, les seuils de rentabilité sur ces équipements-là? Mais c'est bien sûr en augmentant le nombre, le trafic, le nombre de personnes qui utilisent l'outil. Si vous augmentez les l'envie par des qu'est-ce que vous faites? Le premier incitateur, c'est le l'envie peut venir également par la qualité. C'est ce que je dis. L'envie doit surtout venir par la qualité. En télécommunication, il y a une loi qu'on appelle, une règle économique qu'on appelle la loi du faible grand nombre. Vous avez deux choix quand vous voulez commercialiser des produits en télécommunication. Soit vous en faites un produit réservé à l'élite, d'accord? Vous avez 10 000 personnes qui l'utilisent, mais qui payent cher pour l'utiliser. Et là, quand un de vos clients disparaît, vous le sentez immédiatement, d'accord? Ou soit vous faites tomber les coûts et vous avez 20 millions de consommateurs. Et là, quand le client part ou s'amuse, d'accord, vous ne le sentez quasiment pas. Bien sûr, vous réduisez votre marge bénéficiaire, mais vous étalez les coûts et le risque. C'est la loi que tous les opérateurs de télécommunications suivent dans le monde. Les opérateurs de télécommunications veulent étaler les coûts parce que les équipements qu'ils mettent en place arriveront de toute façon en fin de vie dans pas longtemps à cause de la prochaine révolution technologique. Ils veulent rentabiliser ces équipements le plus vite possible. Donc, ils étalent les risques, ils étalent les coûts. Alors, excusez-moi, monsieur Serge, pardon, j'ai juste une question à poser à notre invité spécialiste. Il est aussi spécialiste de la gouvernance Internet, puisqu'il est un acteur du forum. Le président du forum. Alors, la question, c'est est-ce que notre environnement ne légitime pas aussi l'environnement des infrastructures, par exemple le coût de l'énergie, et par rapport au coût d'exploitation, justement, des services offerts par les GSM, ne légitime pas leur désir d'augmenter légèrement, ne serait-ce que d'un choix, les tarifs? Alors, les GSM, bien sûr, notre environnement, les coûts d'un certain nombre d'intrants dans la fourniture du service dans notre environnement sont un peu élevés, mais il faut se rapporter à d'autres exemples. Nous ne sommes pas seuls à innover, nous ne sommes pas seuls à mettre à disposition Internet mobile, à passer à la 4G et à préparer le passage à la 5G, quoique là, bon, on est encore loin d'utiliser totalement la 4G, la 4 d'abord. Qualité. Ouais. Aujourd'hui, les opérateurs, moi, ce que je constate quand je lis leur bilan sur les places boursières, c'est qu'ils font tous du bénéfice. Ouais. Ils font tous du bénéfice. Il n'y a pas un seul opérateur qui a été déficitaire l'exercice précédent. Et probablement que cette année, sauf catastrophe, voilà, ils seront encore dans le vert, et largement dans le vert. Mais les opérateurs sont là pour se faire du bénéfice, n'est-ce pas? Mais de toute façon, s'ils restent dans le pays, c'est que ça va bien. C'est sûr. D'une façon ou d'une autre, ils arrivent à couvrir le. Il n'a pas échappé que l'opérateur public a fait. Alors, l'opérateur public, c'est autre chose. C'est autre chose. Une aberration dans le monde de la communication. Voilà. Soit dit en passant. Allez, il faut tout de même dire que dans ce branle-bas, qu'on a remarqué une absence, il y a une absence patente, c'est tout de même celle du ministère de l'économie numérique. Est-ce que la ministre de tutelle, est-ce qu'elle serait restée passive sur tout ça? Non, je n'ai pas vraiment l'impression que le ministère de l'économie numérique et de la communication soit resté passif dans cette affaire. Ouais. C'est vrai que c'est d'abord une affaire d'opérateur et de respect d'une décision ou d'une tarification décidée par le gouvernement. Donc déjà solidaire de l'équipe gouvernementale, elle ne pouvait pas sortir parce que j'ai vu, vous m'excusez du peu, je ne suis pas coutumier de défense d'autorité, j'ai observé qu'elle a été victime un peu d'un lynchage médiatique, surtout sur les réseaux sociaux. On a pu l'observer, surtout après cette publication sur sa page Facebook. Non, moi je pense que d'abord, par respect de l'éthique et de la solidarité gouvernementale, le ministre de l'économie numérique ne pouvait pas se désolidarité de ce qui a été décidé. Ça, c'est la première chose. Parce que, secondo, j'ai cru comprendre qu'elle a quand même, on n'a pas besoin de prendre des gants pour montrer que, bon, face à cette décision, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une décision qui pénalise son secteur. Et je crois savoir que dans la plus grande des discrétions, elle a rencontré des acteurs, elle a discuté avec des acteurs, elle a demandé un certain nombre de choses et c'est surtout grâce à ces acteurs-là qu'on a finalement su
qu'elle n'est pas restée passive. Parce qu'au sorti de ces échanges-là avec elle, ces acteurs-là ont rencontré leur père sans savoir même que la décision allait être rapportée et ont demandé que des propositions soient faites, quitte à ce que ces propositions-là soient reversées au gouvernement ou au ministère de l'économie numérique pour qu'on fasse remonter un peu ces propositions-là. Donc je pense que c'est peut-être ce qui a lieu de faire véritablement. Elle n'avait pas besoin de sortir pour dire non, on ne peut pas augmenter. Je pense que ce qu'il avait... S'il y a une situation, il faut d'abord chercher la solution. Donc la solution, on peut la chercher dans la tranquillité, dans la discrétion, et je pense que c'est ce qu'elle a fait pour ce que j'ai compris, pour ce que j'ai entendu dire. Et j'ai trouvé quand même assez pertinent et intéressant que des acteurs qui ont eu la chance ou l'opportunité de discuter avec elle dans cette période de guerre froide entre utilisateurs de réseaux sociaux et autorités gouvernementales, j'ai trouvé que ces acteurs-là qui ont pu la rencontrer n'aient pas gardé l'information pour eux, ont essayé de répandre l'information même sur les réseaux sociaux pour demander même à des utilisateurs de faire reverser des propositions qu'on peut envoyer au gouvernement pour, ne serait-ce que, à défaut de faire rapporter la décision, orienter autrement comment est-ce que les décisions peuvent être prises et comment est-ce qu'on peut gérer le secteur. Une petite réaction, je pense que ce n'est pas la ministre de l'économie numérique qui a rencontré des acteurs et les acteurs ont rendu compte, c'est le ministre de l'économie et des finances. Non, la ministre de l'économie numérique a rendu, j'ai lu des comptes rendus sur les réseaux sociaux, j'ai vu même, j'ai discuté avec des personnes qui ont eu des contacts avec elle et qui ont demandé un retour. De toutes les façons, cela ne doit pas se faire en aparté puisqu'elle est concernée directement. Nous avons rencontré, d'accord, plusieurs acteurs publics, d'accord. Certains nous ont demandé de ne pas faire communication officielle, d'accord, de ne pas communiquer sur les rencontres. Et de toute façon, il faut aussi reconnaître que dans la prise de décision finale, il a eu les actions de personnes publiques, d'accord, qui ont communiqué publiquement, qui ont pris position publiquement. Il y a des gens aussi qui ne pouvaient pas le faire, simplement, du fait de leur position. Donc, dans la lumière ou dans l'ombre, chacun a contribué à ce que finalement cette décision-là a été prise. Enfin, que les arguments remontent jusqu'au niveau du président de la République et qu'ils soient suffisamment bien présentés pour qu'il décide de convoquer et d'écouter. Et de faire ce qui a été fait de toutes les façons. Sans a priori forcément favorable à l'endroit de notre ministre de tutelle, qui est notre ministre de tutelle, je voudrais bien considérer qu'étant spécialiste du secteur et à la lumière des initiatives qu'elle-même a multipliées depuis qu'elle est là, pour encourager justement le développement des acteurs, les développeurs d'applications et autres, il serait difficile d'imaginer qu'elle se mette dans une posture castratrice et moi, je peux vous dire directement qu'elle y a beaucoup. Je présume qu'elle aurait été même à l'origine. Parce qu'elle est technicienne du secteur, elle a travaillé. Donc cela prouve qu'elle sait quand même que par rapport aux ambitions, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux ambitions que le gouvernement affiche aujourd'hui par rapport à ce secteur-là, si on se permet d'aller à ce degré de surcoût et qu'on maintient la tarification telle que le secteur prendrait un gros coup. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est également les ambitions du gouvernement pour le secteur qui prendraient un coup. Et par rapport à ça, je pense qu'elle a fait ce qu'elle peut. De toutes les façons, elle a rappelé sur sa page qu'elle veut rassurer que l'ambition du chef de l'État et du gouvernement de la République concernant le secteur de l'économie numérique n'a pas changé. Elle précise cet ensemble et avec vous tous que la transformation digitale de notre pays est en train de s'accomplir. Donc on est au moins sûr que tout est encore en place. La vision du chef de l'État de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest, ça pourra aboutir. Allez, on va prendre vos derniers... Oui, on a parlé tout au long de ce débat de tarification et tout, mais on n'a pas parlé aussi du côté positif de ce changement de tarif. Est-ce qu'au niveau des élèves et tout ça n'a pas permis aux enfants de se concentrer? Oui, pourquoi pas, mais sauf que on est baigné désormais. Comme je l'ai indiqué, c'est un mouvement irrésistible. On ne peut pas se couper de cette évolution du monde, au risque de tomber dans une zone noire de communication. Après, il faut réfléchir à comment encadrer l'accès des jeunes, des enfants à l'univers numérique et d'en tirer meilleur profit. Il y a pas mal de ressources, de sites sur lesquels ils gagnent à avoir des ressources pour alimenter leur cursus éducatif. Moi, je pense même que contrairement à ce que Awa a dit, je pense que les élèves ont été plutôt pénalisés, sérieusement pénalisés par cette décision-là. Parce que si vous aviez la possibilité, par exemple, avec 100 francs, de faire des recherches sur, je ne sais pas, des sites éducatifs,
d'essayer de vous débrouiller avec vos travaux dirigés en ligne et tout ça, avec 100 francs, c'était passé de 100 francs à 500 francs. Et je vois mal